Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Média Pro, l'émission qui parle de médias mais aussi d'audiovisuel. Ce soir, on va continuer sur notre lancée avec le Festival de Cannes. Bien sûr, le festival s'est terminé hier avec la remise du palmarès. Et aujourd'hui, on va parler justement du Festival de Cannes entre politique et cinéma. Pour en parler, qui mieux placé pour débattre du 7e art que Monsieur Cinéma en Algérie. Et qui est Monsieur Cinéma? C'est notre invité d'honneur aujourd'hui, Ahmed Bdjaoui. Ahmed Bdjaoui, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre première participation à une émission de Al24. Vous êtes bienvenu. Marhaba. Bdjaoui n'est plus à présenter. C'est aussi un ami, un collègue et aussi une référence en matière de 7e art et de cinéma et surtout de critique de cinéma. Depuis quelques années, il s'est totalement plongé dans l'écriture de livres sur le cinéma. On en avait besoin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages consacrés au 7e art, surtout au 7e art algérien. Bien sûr, pour m'accompagner dans cette émission, mes deux chroniqueurs préférés, Reda Harirash, toujours plongé dans l'histoire et la politique, et bien sûr notre critique préféré et son chèche, cette fois bleu, bleu comme l'azur de Cannes. Peut-être. Voilà, Faisal Metaoui, bonsoir. Alors, bonsoir. Avant de commencer notre débat sur le Festival de Cannes entre la politique et le cinéma, on va regarder le palmarès du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes édition 2022, c'est fini. Au terme de compétitions de très bon niveau, c'est finalement le réalisateur suédois Ruben Östlund qui a remporté la Palme d'Or. Avec son superbe film Sans filtre, le réalisateur suédois souligne l'éternelle lutte des classes. It's crazy. Je suis heureux bien sûr, c'est fou, c'est fou. Vous savez de quoi je suis le plus heureux? C'est que nous voulions essayer de faire un film sauvage, divertissant, avec un contenu qui nous semblait important et dont le public pourrait discuter après coup. Je suis très heureux que le jury reconnaisse cela et donne la Palme d'Or à un film qui est fondamentalement considéré comme une satire ou une comédie. C'est Sang Kang-ho qui a décroché le prix d'interprétation masculine pour sa prestation dans Les Bonnes Étoiles. Le prix du jury revient à deux films exceptionnels, EO du réalisateur octogénaire polonais Jerzy Kolibowski et Les 8 montagnes du duo belge-flamand Charlotte van der Meersch et Flix van Groningen. Le prix d'interprétation féminine est remis à l'Iranienne Zahra Amir Ibrahimi pour sa performance magistrale dans Les Nuits de Mashhad du cinéaste irano-danois Ali Abbasi. Je ne l'attendais pas. C'est-à-dire qu'on a vu les femmes, on a vu tout ce qui était, on a vu le film en fait. Pour moi, c'est le prix d'interprétation, mais je pense que c'est quand même le prix d'un film qui a été fait avec beaucoup de difficultés. Le prix du scénario revient à l'Égyptien Tarek Salah pour son travail sur le script de son thriller Boy from Havane. Pour encourager de jeunes artistes au talent prometteur, on récompense leur meilleur premier film. La caméra d'or est revenue à War Pony de Rilay Keouf et Gina Gamel. La mention spéciale, quant à elle, est attribuée à Plan 75 de la cinéaste japonaise Hayao Kawashi. Le jury a distingué la Palme d'Or du court-métrage Ahai Bianxing, The Water Murmur de la réalisatrice chinoise Jin Yinsheng. Un parcours entre rêve et réalité, version 2050. Traditionnellement porté à la défense des sujets audacieux, le jury présidé par Vincent Lindon a cette fois-ci voulu porter les mots du monde comme pour marquer l'époque dans laquelle nous vivons. Voilà, c'était le palmarès du Festival de Cannes. Bien sûr, messieurs, la 75e édition. Ahmed, vous êtes un habitué de la croisette. Non. Un petit peu quand même, un petit peu. La bonne époque, je ne suis allé à Cannes que lorsque j'avais un film à défendre. Bah oui, comme en 2010 avec Hors-la-Loi. Avec Hors-la-Loi, avec Le Vent de Sable, parce que nous l'avions produit à la télévision, avec le film de Mehdi Charef. Cartouche gauloise. Voilà, Cartouche gauloise, que j'avais initié un peu avec Michel Rey.
Donc j'ai eu l'occasion de monter les marches comme ça parce qu'il y avait un film à défendre. Ou alors, quand je travaillais pour la Commission européenne, il y avait le programme audiovisuel que j'allais défendre également devant les journalistes. Mais sinon, je ne vais pas dans un festival simplement pour être dans un festival. Enfin, le Festival de Cannes, c'est aussi un festival où on fait des rencontres, des projets, on monte des projets, mais également on rencontre des cinéastes ou des producteurs pour relancer un petit peu le secteur du 7e art qui parfois fait de belles rencontres dans un festival aussi important que le Festival de Cannes. Mais c'est essentiellement un marché. Un marché, oui. L'aspect le plus important, celui dont on parle le moins, mais qui compte le plus pour les professionnels, c'est qu'ils vendent et ils achètent des films. Tout à fait. Ils réalisent des coproductions, ils contactent des partenaires potentiels. C'est là que se fabriquent les projets. Et c'est ça qui est intéressant dans le Festival de Cannes. C'est une immense plateforme, c'est un hub cinématographique. Alors, comme vous avez toujours été un petit peu dans les institutions et les établissements cinématographiques algériens, comment vous expliquez l'absence de l'Algérie, d'un stand de l'Algérie à la Croisette? Je sais, enfin, un stand à la Croisette, vous savez... C'est quand même important pour vendre son cinéma, faire des rencontres, établir des coproductions surtout. Je veux pas trancher, mais un stand en général, c'est pour soit établir des liens, acheter des films, vendre des films, tout à fait, ouais. Dans notre cas, ce que nous n'avons pas, soit attirer des tournages chez soi. Nous n'avons ni les structures, ni vraiment la volonté de s'ouvrir à l'international comme le font d'autres pays. Donc, je pense que le jour où on met en place une volonté d'ouvrir le marché algérien, d'abord au tournage, parce que c'est quand même très important, on se souvient que dans les années 70, 80, la coproduction a formé des générations de techniciens, de scénaristes, de cinéastes, et donc le cinéma algérien a rayonné jusqu'à aller à un Oscar Hollywood avec Z. Donc, peut-être qu'il faudrait revenir à cela, et à ce moment-là, ça justifierait le fait d'avoir un stand. Mais dans l'état actuel des choses... Et pourtant, il y a des pays qui étaient présents au village africain avec des stands comme l'Arabie Saoudite, comme la Tunisie. L'Arabie Saoudite... c'est un peu stratégique, tu me diras. L'Arabie Saoudite vient de lancer une politique de production oui. Tout azimut. Ils ont rattrapé le retard. Ils ont contacté tout ce qui bougeait dans le monde arabe et les environs. Par exemple, Bouchaleb, ils lui ont proposé de faire un grand film, etc. Ils sont très offensifs. Donc, on comprend que l'Arabie Saoudite, qui désire s'ouvrir, qui désire casser l'image du wahhabisme dans le monde, puisse avoir un grand stand. Les pays africains qui sont aujourd'hui victimes de la baisse de la production, de la fermeture des salles, etc. Quelques pays ont été jusqu'à présent soutenus par la francophonie, maintenant beaucoup moins, parce que les choses ont beaucoup changé. Mais des pays, par exemple, comme la Tunisie, malgré la crise économique, la Tunisie a une politique de production dynamique. Elle attire également des tournages. Je comprends que la Tunisie est un stand, parce que c'est rentable. Ce qu'elle va mettre dans le stand est infiniment inférieur à ce que ce stand va lui rapporter. Voilà. Merci Ahmed. Faisal, tu as vu le palmarès. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a un changement de cap dans la politique du Festival de Cannes? On sait que généralement, le Festival de Cannes a un palmarès qui est un peu copié sur la ligne éditoriale un petit peu du festival. Il n'y a pas de grands changements, parce que le prix de l'actrice, par exemple, la meilleure interprétation féminine, est revenu à l'actrice iranienne Zahra Amir Ibrahimi, qui a joué dans un film qui s'appelle Les Nuits de Mashhad, d'après un film d'Ali Abbasi. C'est un thriller, c'est un film policier. Un thriller, c'est une journaliste qui enquête sur les meurtres de femmes, mais c'est basé sur des faits réels. Le prix du scénario est parti à... Il faut noter que Zahra Ibrahimi, elle est exilée en France depuis 2008. Oui, parce qu'il paraît qu'elle aurait été interdite de faire du cinéma en Iran, à prendre avec beaucoup de précautions. Deuxième, c'est Tariq Salah, qui est un suédo-égyptien, exilé lui aussi, qui a eu le prix du scénario.
pour un film qui s'appelle Boy in Heaven, un garçon dans le paradis. C'est une histoire d'un pêcheur où il y a des luttes religieuses autour d'un imam. C'est toujours les mêmes histoires. Maintenant, le jury de Cannes, à mon avis, a été juste dans la Palme d'Or, parce que le film The Triangle of Sadness, c'est le triangle de la sans filtre en français. Oui, traduit sans filtre en français. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce titre. Le titre en anglais est beaucoup plus intéressant. Le Triangle of Sadness, c'est ce qu'il y a ici. Donc, oui. quand on est un peu triste, et Robert Ostlund, qui a un scénariste qui a déjà été primé à Cannes en 2017 pour The Square, une critique acerbe du monde du théâtre, de l'art contemporain. Ça se passe dans un musée en Stockholm. Cette fois-ci, non. L'histoire, c'est dans un navire avec un commandant de bord qui est marxiste, qui est ivre tout le temps, et une tempête arrive et il va donc tout le monde qui était là-bas, c'est le monde du luxe, de la mode, et c'est une manière de critiquer le capitalisme. C'est le scénariste Robert Ostlund est connu par ses... Qui reste prisonnier, tout le monde reste prisonnier sur une île. Oui, finalement, pour dire que le monde occidental est en train de tourner en rond, parce que déjà le film The Square était une critique, Happy Sweden aussi était... Et donc le jury a compris qu'il faut à un moment donné équilibrer. Personnellement, j'étais étonné pour le grand prix qui a été donné à un film, j'allais dire une histoire banale, Close, bien que Lucas Dante, qui est un jeune scénariste belge, qui promet, paraît-il, l'histoire de deux adolescents, garçons, qui est donc une amitié très forte. Il y a beaucoup d'ambiguïté derrière. Donc c'est une histoire assez banale. La même chose pour le deuxième prix, ex aequo, Stars at the Noon, les étoiles de midi de Claire Denis, qui est une réalisatrice française. Je pense que son premier prix, elle a presque 70 ans. C'est aussi une histoire d'une journaliste perdue au Nicaragua. Donc parfois il y a des choix qui sont faits, qui sont assez étonnants. Le jury a distribué beaucoup de prix cette fois-ci, on en parlait avec Ahmed Bouchaoui, et ça dévalorise un peu le festival. Donner des prix à tous les films et considérer que tous les films sont bons, je pense que c'est très discutable. Un jury doit sélectionner, doit pouvoir trancher. Et la seule chose avec qui je suis d'accord, c'est bien la Palme d'Or, parce que c'est un film qui effectivement interroge le monde d'aujourd'hui, le monde contemporain. Alors Reda, toi qui t'intéresses un petit peu à la politique et à la culture, le Festival de Cannes a toujours eu une touche politique dans ses choix, d'abord dans les choix des films sélectionnés, et ensuite dans les choix des films récompensés. Et en plus, ça se situe actuellement en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et on a vu, une controverse qui a éclaté à la fin du festival, puisque le président ukrainien Zelensky, qui est un ancien acteur, est intervenu personnellement à l'ouverture du festival, et ça a eu des répercussions par la suite. Parce que Zelensky, dans son intervention, il ne s'est pas contenté uniquement que de plaider la cause de son pays ou éventuellement pour défendre le cinéma ukrainien, voire même le patriotisme, mettre en avant le patriotisme ukrainien. Non, il est intervenu pour demander à ses pairs d'empêcher les cinéastes russes de venir se présenter et de défendre eux aussi leurs films au Festival de Cannes. Il y a eu quand même une réaction qui est louable de la part de Jean-Luc Godard, qui est intervenu personnellement pour dire qu'il ne doit pas y avoir ce genre d'intervention. On n'a pas empêché des cinéastes de venir se produire à Cannes, quelle que soit l'origine de leur pays. C'est une censure. C'est une censure. Bien sûr, ils ont fermé la porte aux Russes, ils ont dressé le tapis rouge pour les Ukrainiens. Non, Cannes a dès le départ fermé la porte aux Russes, hein, sans attendre l'appel et la demande du président. Oui, tout à fait. Mais là, Jean-Luc Godard, quand même, il a eu la force d'intervenir. Il a fait sa carrière, hein, et il fait partie encore d'une génération engagée, comme ils ont pu l'être au cours des années 80, 70 et 60, et ils ne craignent pas la censure à leur niveau. Et il ne s'est pas gêné pour les remettre à leur place et pour dire que ces congénères russes peuvent très bien venir se produire. Il n'y a aucune raison, à partir du moment où ils ne participent pas eux-mêmes directement à l'invasion de l'Ukraine. Voilà, quoi. Et l'Ukraine était présente, Salim, si vous permettez, déjà dans le discours de Vincent Lindon, qui est le président du jury, le comédien français, qui dans le discours a parlé d'une Ukraine martyrisée et héroïque. Il a parlé de ce qu'il a appelé les massacres au Yémen,
et au Darfour, et évidemment, il n'a pas du tout parlé d'Israël, ce qu'est Israël dans les territoires occupés. Donc de là, on sait qu'il y a une ligne politique dans le festival. Alors, justement, pour parler un petit peu de la politique et du cinéma, nous avons préparé un sujet qui a été réalisé ou concocté par notre spécialiste de la politique et de la culture, Sofiane Baroudi, sur justement les choix politiques du Festival de Cannes dans cette édition. On regarde le sujet de Sofiane Baroudi et on revient au débat. Le Festival de Cannes a brillé cette année par un haut degré de politisation. La 75e édition a été placée sous le signe du soutien à l'Ukraine, théâtre d'un conflit de haute intensité. Un discours de Zelensky a fait retentir les flashs de la croisette, mais a aussi fait grincer des dents. Un grand nom du cinéma français, le réalisateur Jean-Luc Godard a co-signé un article sur Africazi où il déclare « Cannes est un outil de propagande comme un autre ». Son concept d'esthétique occidentale n'a jamais été aussi pertinent et répond à l'interdiction de Eisenstein. L'article nous apprend que le festival a au départ été créé pour contrer la propagande fasciste et était sous le contrôle de la CGT. Mais depuis, les temps ont changé et de l'eau a coulé sous les ponts de la Côte d'Azur à Avignon. Le Quai d'Orsay a pris le relais. Un espace Stand with Ukraine et une surreprésentation du cinéma de ce pays répond au contre-champ à l'interdiction du cinéma russe pour une 75e édition à haute charge politique. Le réalisateur Rachid Bouchaleb, qui s'est fait connaître par Hors-la-Loi, particulièrement décrié par la critique, revient et met en lumière la violence policière et le racisme, thème d'une brûlante actualité en France. Omar Sy, pour sa part, évoque les tirailleurs sénégalais et le thème des harkis, qui est au cœur de la politique en France, a été visité dans un long métrage qui, selon Jeune Afrique, va déplaire en France comme en Algérie. Le palmarès clôturé, la Palme d'Or a été attribuée cette année au film Le Triangle de la Tristesse de Ruben Östlund, un réalisateur suédois. On est loin du principe postmoderniste d'un art pour l'art. On aura l'engagement, voire au détournement d'événements. Pour rappel, l'actualité géopolitique brûlante sur le vieux continent est marquée par le ralliement de la Finlande et de la Suède au commandement intégré de l'Alliance transatlantique. Un hasard objectif ou un accompagnement diplomatique d'un choix stratégique. À chacun son pronostic. Merci, cher président Zelensky. Voilà, la chute de Sofiane Baroudi est un peu directe. Parfois, les récompenses du Festival de Cannes obéissent à un choix politique en Europe. On voit par exemple la politique européenne et surtout la politique française impacte considérablement sur le Festival de Cannes et surtout sur les couleurs des choix des jurys parfois. Heureusement que Butterfly, c'est un film ukrainien, parce que les Ukrainiens, vous savez que Cannes, il est interdit de manifester les jours du festival, manifester pacifiquement. Pacifiquement. Ils ont autorisé uniquement. Mais il y a eu, contre la loi, on était là-bas, il y a eu des manifestations de l'extrême droite. Qui a été autorisé sous la table, mais là, le film Butterfly Vision, qui est un film qui était en compétition, un film ukrainien, il n'a pas eu de prix. La presse française en parle, dit que les autorités de Cannes ont autorisé exceptionnellement une manifestation devant les marches. Et vous aurez vu qu'il y a une photo célèbre des comédiens qui ont fait une pancarte en disant que les Russes tuent les Ukrainiens. Trouvez-vous qu'il est offensant et dérangeant de parler de génocide? Est-ce que imaginons un cinéaste palestinien ou avec ses acteurs faire la même chose pour Israël. Est-ce que ça sera autorisé? Donc c'est pour ça que le festival, effectivement, a des choix, a des orientations. Pour le cinéma iranien, c'est toujours le cinéaste exilé ou persécuté, interdit, censuré. C'est rare de trouver le cinéma iranien qui fait à l'intérieur de l'Iran, qui est excellent. La même chose pour le cinéma africain. Le cinéma africain est tout le temps absent, sauf si le film répond à un certain agenda, à certaines orientations politiques. Comme le cas de Timbuktu, qui répondait un petit peu à la politique française au Mali. L'intervention de la France au Mali. Voilà. Et la même chose pour le cinéma arabe. Le cinéma arabe est tout le temps absent. C'est une exception qui soit présente. Le cinéma palestinien, entre autres. Palestinien, qui est aussi rare. Sinon, il est mis dans les catégories, les autres catégories. Un certain regard, la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, etc. Donc les choix, oui. Le Festival de Cannes est un festival politique qui a une ligne éditoriale qui suit la politique extérieure de la France, à chaque fois. Ahmed, toi, tu connais le Festival de Cannes depuis les années 70. Est-ce que la politique a toujours été présente? On se souvient de la première participation de Vent des Aurès de Lakhdar Hamina en 66. Mohamed Lakhdar Hamina racontait qu'il s'est battu pour faire lever le drapeau algérien sur la croisette. Oui, et même pour hors la loi, il y a eu toute une polémique, voilà. Ils n'ont pas mis le drapeau.
algérien. Mais le Festival de Cannes, à son origine, il a été couvé par les syndicats, par le Front populaire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Non, avant la oui, et après, à sa reprise après la guerre, il a pris un autre ton. Voilà, il était dominé par les majeures compagnies américaines, la MPEA, qui imposait les films, même pour les films américains. Il ne supportait pas que les films, par exemple, Hitchcock n'a jamais été primé à Cannes. Oui. J'ai fait à l'époque, dans les années 70, un article pour faire le bilan de tous les films qui avaient été primés et de tous les films surtout qui n'avaient pas été primés. Et il y avait des chefs-d'œuvre de Fritz Lang, les grands cinéastes n'ont jamais été primés. Bergman, il a fallu lui donner un prix pour l'ensemble de son œuvre. De son œuvre, oui. Donc, c'est un festival qui, passait chaque fois à côté, 2, il était dominé par le MPEA, c'est-à-dire les 7 majeures compagnies, qui elles-mêmes ne désiraient pas que ce soit des films américains éclairés, même un peu intellectuels. Ils préféraient vouloir faire primer des films Ocean 11 ou des trucs comme ça, purement spectaculaires, qui rapportent dans le box-office. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une mainmise capitaliste sur ce festival, mais qui écarte systématiquement les œuvres les plus... Qui dérangent. Les œuvres qui dérangent. Et de toute façon, la qualité, en général, les films qui restent dans l'imaginaire collectif, ce sont des films humanistes, donc de gauche. Oui. Et par conséquent... On se souvient, Ahmed, du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, qui a été, disons, marginalisé à Hollywood, qui a été récompensé à Cannes. Alors, effectivement, il y a un moment où il y a eu un changement de politique. Ça dépend des changement de politique, mais aussi de la direction. Parce que depuis que Thierry Frémont, il faut reconnaître que Thierry Frémont fait un travail d'ouverture. Les frères Dardenne ont eu beaucoup de prix, etc. Il y a eu quand même Ladji qui a eu le prix. Il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, il y a un contexte, comme vous le disiez, un contexte politique avec la guerre en Ukraine, où il y a une situation de guerre. Je veux dire qu'il est absolument indécent qu'un président qui est en guerre vienne parler à Cannes, aux gens de Cannes. C'est un show, bien sûr c'est son meilleur rôle, lui c'est un petit acteur, comédien. C'est un comédien, un petit comédien à qui on offre le meilleur rôle qui est politique. Bon, mais c'est tout à fait indécent. Et quand vous voyez tous ces pays qui ont commis des génocides pas très loin, je veux dire, est-ce qu'on a invité Saddam Hussein à parler au jury de Cannes ou au public de Cannes quand l'Irak était envahi? Oui. Tous ces pays même chose pour l'Afghanistan aussi. Voilà, qui ont subi des choses génocidaires. Quand je vois sur l'écran, les écrans espagnols, je regardais un match, je vois no an invasion, alors qu'ils ont commis un génocide, ils ont effacé la population berbère des Canaries. Les Guanches. Les Guanches, oui, tout à fait. Et qu'ils ont effacé la plus grande partie de la population dans l'Amérique latine. C'était des massacres, hein, et ce que la France a fait en Algérie, c'est quelque chose qui n'est pas du ressort du mystère, puisque les officiers français s'en vantaient. Ils ont laissé des lettres. Ce n'est même pas à discuter. Donc, si vous voulez, il y a un problème d'indécence dans l'équilibre des forces et dans l'équilibre de la représentation. Voilà. Et on nous offre un cinéma vraiment pitoyable. D'ailleurs, le Festival de Cannes, si vous permettez, Salim, dans les 2 cérémonies, que ce soit celle d'ouverture ou de la clôture, tout le monde a fait un discours. J'étais un peu étonné que les comédiens qui sont censés distribuer des prix prennent la parole, chacun parle de la philosophie du monde, la marche du monde, devrions vivre ensemble, etc. Est-ce que c'est le rôle du cinéma de faire... Bon, on dira que le cinéma, c'est aussi de la politique, bon, d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que le rôle des comédiens et des réalisateurs de venir faire des discours et d'essayer d'orienter le film est supposé être ouvert à toutes les interprétations? Mais pourquoi vous m'orientez sur une route pour dire le monde devrait être comme cela, pas comme ceci? Si tu permets, il y a un choc des représentations, un choc des images aujourd'hui. Les gens sont en train de penser à leur pouvoir d'achat, à savoir si demain ils auront du pain. Et quand vous voyez ce faste et cette espèce c'est indécent. C'est indécent. Il y avait dans cette édition du Festival de Cannes une dimension d'indécence qui était flagrante, quoi. Nous sommes dans un monde déséquilibré avec une guerre
qui n'est jamais acceptable ni d'un côté ni de l'autre, des répercussions sur l'ensemble de la population, on risque des famines dans certains pays du tiers-monde, etc. Et vous voyez des représentations. Encore une fois, c'est le mot de l'indécence qui me revient. Peut-être une exception, pardon Reda. Les frères Dardenne qui ont un prix du jury, un prix spécial, qui ont fait un excellent film qui s'appelle Tori et Lokita, qui parle de migrants, et j'ai beaucoup apprécié. C'est leur style de film, film sur l'immigration. Absolument, et j'ai vraiment apprécié ce prix parce que les frères Dardenne ont effectivement parlé de la crise des migrants. C'est assez exceptionnel pour le Festival de Cannes. En plus, les frères Dardenne sont des gens qui contribuent à la coproduction avec les cinéastes, les cinéastes africains, les cinéastes de l'immigration. Et même ils font travailler les comédiens. Quand vous avez un problème pour monter un film, les frères Dardenne sont toujours là. Tout à fait. Et ça, il faut leur reconnaître, c'est vraiment des gens admirables. Oui, Reda, tu voulais intervenir. Oui, et puis il faut dire aussi que le type d'acteurs et d'actrices a changé au cours de ces dernières décennies, parce qu'on a pratiquement tout un Gotha du monde du cinéma qui a tendance à vivre sur lui-même, à constituer presque, je dirais, un ghetto pour riches, alors que dans les décennies précédentes, 50, 60, 70, on avait pas mal d'acteurs et d'actrices qui étaient engagés à travers les conflits dans le monde entier. Ça va de Simone Signoret jusqu'à Yves Montand, d'Yves Montand, jusqu'à beaucoup d'autres... Brigitte Bardot. Oui, si on veut bien. Non, mais l'engagement des acteurs, par exemple, il y a un fait politique, c'est que Forest Whitaker, qui est un homme très engagé, qui est pour le combat acteur fétiche de Bouchareb aussi, des Afro-Américains, tout à fait, très engagé, du tiers-monde, très proche de l'Afrique, a reçu un prix. Et pour contrebalancer le prix pour un homme humaniste comme Forest Whitaker, on donne l'équivalent du prix à Tom Cruise, qui est un homme de droite, tenant de la scientologie. Alors que le film presque issu d'une secte. Top Gun est un film vraiment commercial. Ce n'est pas du tout un film d'auteur, parce que le Festival de Cannes, selon le cahier de charge, il est supposé présenter dans la compétition des films d'auteur grand public. Or, Top Gun, je n'ai pas l'impression que c'est un film commercial. C'est un blockbuster. Ce qui est étonnant, c'est que le prix du jury est parti aussi pour un film qui s'appelle I1. I1, oui. Et jury Skolimowski, qui est un réalisateur qui est un des doyens des cinéastes dans le monde, 84 ans, a salué les ânes, parce que les ânes étaient des acteurs dans ce film. Donc Cannes, il est capable aussi de fantaisie parfois. Voilà. Alors, pour poursuivre un petit peu sur notre lancée et parler du Festival de Cannes, on va parler d'un cinéaste algérien qui participe souvent à la Croisette et qui est revenu cette année avec un nouveau film, Nos Frangins. Rachid Bouchareb, après 12 ans d'absence de la Croisette, après la diffusion de Hors-la-Loi, il revient cette année. Il a été accueilli avec une standing ovation, même si le film n'était pas en compétition. On regarde ce reportage et on revient. Malik? Non, c'est Mohamed. Il est où, Malik? J'ai appelé la police. Après plusieurs années d'absence, le réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb revient au Festival de Cannes avec son nouveau film intitulé Nos Frangins. Le nouveau film du réalisateur participe hors compétition dans le cadre du First Cannes. La projection du film a été tant attendue dans la salle Debussy, avec un public qui a acclamé le réalisateur ainsi que sa belle sélection d'acteurs. Présents dans la salle, Reda Kateb, Lina Khoudri et Samir Kassimi, mais aussi la jeune romancière algérienne Kautar Azimi qui a participé à l'écriture du scénario. Mais tu sais, je fais la radio ou la télévision, mais Malik, on est en train de le chercher là avec Sarah. Le film raconte l'histoire du jeune étudiant franco-algérien Malik Oussekine, brutalement assassiné par la police française en 1986, lors des manifestations étudiantines contre une réforme d'éducation. Malik Oussekine est depuis devenu un symbole de lutte contre la violence policière française. C'est vraiment important, rappeler l'histoire, rappeler s'il y a quelqu'un qui est mort dans l'injustice. Je pense que le directeur a fait un travail magnifique et j'aimais beaucoup la moyen de raconter tout ça.
Le réalisateur Rachid Bouchareb dénonce la pratique brutale de la police française, un sujet sensible porté pour la première fois sur le grand écran. Il n'est pas étonnant de la part de Rachid Bouchareb de traiter de telles thématiques, bravant les tabous et les interdits. Il compte à son actif 12 films à ce jour, parmi les plus célèbres Indigènes sortis en 2009 ou encore Hors la loi en 2010. Grâce à son talent et son professionnalisme, il a su transformer la matière historique en chef-d'œuvre cinématographique. Dans son nouveau long métrage Nos frangins, il s'appuie sur de nombreuses archives télévisées de l'époque, comme pour ancrer le récit dans le réel. Une volonté du réalisateur de poursuivre son exploration dans les failles mémoriales. Ne vous inquiétez pas, il est entre de bonnes mains, mais vous ne pourrez pas le voir cette nuit. Voilà, c'était un sujet de Amira Beja sur le retour de Bouchareb. Alors, Ahmed, tu es un véritable accompagnateur de Rachid. Tu as été avec lui aux Oscars, à Cannes, et tu as vu ce film. Quelle est sa différence avec les autres films réalisés par Rachid? J'ai pas été à Cannes cette fois-ci, oui. Parce qu'il était très limité dans ses accompagnateurs. Mais j'ai vu le film pendant la finition, le montage, studio. Ah oui. Et j'ai été frappé par la simplicité, le dépouillement de ce film. L'histoire l'emporte sur tout. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs comme Kateb, Reza Kateb et Lina Khoudry qui sont admirables. Vraiment, Lina Khoudry, elle crève l'écran, elle est extraordinaire. Elle est vraiment en progression très forte. Hein. Elle crève l'écran actuellement, oui. Elle est en progression, elle est en train de conquérir les marchés, c'est très bien. C'est une très bonne chose pour notre cinéma. Et donc, l'histoire est très, très simple, mais il y a un rythme, on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas un instant de relâchement. Et très très vite, l'idée politique de ces jeunes, parce que Melek Ousskine, au début c'est l'histoire de Melek Ousskine, mais après c'est l'histoire de tous les Melek Ousskine, oui. De tous ceux qui sont dans les banlieues, Margorine, tués, frappés, on ne sait pas pourquoi, par des excès de zèle de policiers, etc. Et il nous fait découvrir une affaire qui n'était pas, par exemple, qui n'existe pas dans la série télévisée qui avait été faite sur le même sujet, qui est l'histoire d'un jeune Algérien qui, du côté de Saint-Denis, avait été tué la veille par les mêmes groupes de policiers. Et cette affaire n'a jamais été révélée, elle est révélée dans le film. Et c'est ça, c'est montrer comment les milices pratiquement j'hésitais à dire les milices de Pasqua, mais c'était des milices, ils avaient des armes, des bâtons, ils frappaient à vue comme cela, etc. Et donc il y a eu une période dans les années 70-80 où il y avait des délits de faciès, où les policiers se permettaient tout. Et ils dénoncent cette situation, moi je me posais des questions sur la réception à Cannes, et finalement, il a réussi à émouvoir tout le monde, parce que c'est un film très émouvant. Il a été très bien accueilli, il y a eu une standing ovation. Mais qui a été en grande partie ignoré par la presse. Hein. Le film, vous trouvez rarement des articles sur ce film, mais vous avez raison d'évoquer cette question parce que vous savez que les policiers qui ont été à l'origine de la mort de Melek Ousskine en septembre 1986 n'ont jamais été condamnés. Jamais. Ils ont été jugés, mais jamais condamnés. Et donc, on a tout fait pour faire oublier. C'est un des dossiers oubliés de la justice française. La police n'a jamais accepté même le fait de la mort d'Ousskine. De la mort d'Ousskine, de l'accepter, et de l'accepter. Et c'est tant mieux qu'un film lève le voile sur ce genre d'affaires, parce que le cinéma, c'est aussi son rôle, de parler de ce que l'histoire n'écrit pas. Bien sûr. De dévoiler ce que les autres cachent, ce que les politiques cachent. Et ce film, effectivement, est à saluer de Rachid Bouchareb, qui marque un retour en France, parce que Bouchareb, vous avez eu une trilogie américaine à un moment donné après Hors la loi. Oui, il retourne à ses racines. Et il retourne à ses racines. Il est né à Agnières, il est né au milieu de ces gens-là. Oui. Et aujourd'hui, il veut parler de ce peuple-là dont il est issu. Oui. Et cette simplicité, cette spontanéité et cette sincérité, je crois qu'elle a débordé sur le public de Cannes. Les gens ont applaudi parce qu'il y a une sincérité dans le film, une émotion, mais qui n'est pas une émotion fabriquée. C'est une véritable émotion de quelqu'un qui dit c'est mon peuple qui est tuméfié comme cela, qui est agressé, qui
qui est frappé tous les jours et dont on dégrade la dignité. Et ça fait parler aux Français, d'autant plus qu'il y a beaucoup de brutalité policière contre les Gilets jaunes en France. Il y a un débat, toute une discussion, les syndicats ont dénoncé, la presse. Et donc, si on rappelle ce qu'a fait l'histoire de la police française par rapport au comportement avec les manifestations, ce film il est bienvenu pour le rappeler aussi. Il faut peut-être attendre la sortie du film. Alors, Rachid m'a dit que le film sortait début novembre finalement. À Paris, pour voir si la presse réagit mieux que ce que vous avez dit. Effectivement, la presse a été très discrète sur la sortie de ce film, si on compare cette réaction à celle de Cannes, du public de Cannes. Mais peut-être attend-il la sortie du film. On verra. Ahmed, je voudrais justement revenir sur la présence de Rachid Bouchareb à Cannes. Après 12 ans d'absence, est-ce que c'est un choix du réalisateur ou... Parce qu'entre-temps, il a fait quand même 3 films, un film commercial et 2 films un petit peu engagés, un aux États-Unis et un... 2 aux États-Unis. Oui, 3, mais le 3e, En route pour Istanbul, c'est un film un petit peu politique qui n'a pas été présenté... Non, je parle du film avec Forest Whitaker. The Enemy Way. Enemy Way, et puis le film sur... Just Like a Woman. C'est ça. Avec Madame Boudra. Voilà, Just Like a Woman. Alors, est-ce que c'est un choix du réalisateur ou... Moi, j'étais avec lui à Cannes. Il n'a jamais coupé. En 2010. En 2010, on a vu la manifestation. Il était sous protection policière. Il a été affecté quand même. Il a été très affecté parce que, quand même, il est né en France et il défend son pays d'origine, bien sûr, avec force, avec clarté. Mais c'est pas quelqu'un c'est pas un enflammé, c'est quelqu'un qui est dans la raison. Il parle de mai 45 et de octobre 60. Ce sont des faits avérés. Et tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a le monde qui est en train d'être bouleversé. Il a été affecté. Le fait qu'on lui impose une protection policière à l'époque l'avait beaucoup affecté. Et quelque part, je pense qu'il avait décidé de ne pas revenir à Cannes. Il est allé à Berlin pour Enemy Way, etc. Je l'avais accompagné à Berlin d'ailleurs. Mais là, il a un rapport assez amical, assez chouette avec Thierry Frémont. Il était très proche. Il avait défendu pendant en 2010. Qui a imposé le film en 2010, la loi, alors que le ministre de la Culture était opposé à l'époque. Monsieur Mitterrand et le président Sarkozy ont fait pression pour que le film soit retiré. Tout à fait. Donc il y a eu une affaire d'État. Ça veut dire qu'il y a des pressions politiques. Il y a eu une campagne. Il y a eu une campagne. Il y a des pressions politiques pour retirer ou imposer un film. Voilà, il y a ce genre. Mais Thierry Frémont a tenu bon. Il a tenu bon. Il a présenté le film. Il y a eu ces manifestations. Encore une fois, le fait qu'il soit cloisonné à son hôtel, qu'il ne puisse pas sortir, ça l'a mis mal à l'aise parce que ce n'est pas une situation pour un cinéaste. Oui, je me souviens, on avait rencontré Rachid Bouchareb en 2010 avec une équipe de journalistes algériens et on se souvient qu'il était très peiné par la campagne médiatique hostile au film en 2010. Il a été attaqué par toute la presse. Attaqué par toute la presse, pas seulement. Ce n'est pas les manifestations qui l'ont dérangé, c'est beaucoup plus la campagne médiatique. Et on se souvient qu'il n'avait pas attendu le palmarès, il est parti la veille à Paris. Il n'a pas attendu. C'est évident qu'il y a eu des pressions pour qu'il n'ait pas de prix. Et pour qu'il n'y ait pas de prix. En plus, il y avait un film à l'époque des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois qui contrecarrait un petit peu l'Algérie. Les Oscars ont rétabli un peu. Tout à fait. Les Oscars ont rétabli. Qui a été imposé à la dernière minute. Et pour rappeler à nos amis téléspectateurs que pourquoi le film Hors la loi a été attaqué et ne pas du tout accepté, parce que Rachid Bouchareb a montré pour la première fois dans le cinéma les massacres du 8 mai 1945. Tout à fait. Quelques minutes qui ont provoqué de la colère de l'extrême droite, puis la droite, puis toute la classe française, comme quoi on ne peut pas tout dire dans le cinéma. Lorsqu'il s'agit de la guerre d'Algérie ou lorsqu'il s'agit de l'occupation française de l'Algérie pendant 132 ans. Regardez comment le film de Rachid Bouchareb, Nos frangins, même si c'est l'histoire contemporaine, 1986, il a été mis en Cannes première. Ça veut dire qu'il n'a pas été en compétition ni à un certain regard, ni dans la compétition officielle. C'est une manière de sanctionner un cinéaste. Mais c'est vrai que c'est une tribune où il peut interpeller l'opinion française, où il peut interpeller l'imaginaire français pour des crimes qui les concernent directement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a accepté d'être à Cannes. Je peux révéler aussi qu'il est en train de faire un film
d'archives sur la Fédération de France du FLN. Ouais. Mais il y a un projet de film de Rachid Bouchareb avec l'Algérie sur justement la période du terrorisme, je crois. Non, oui. Non, c'est sur les femmes. Les femmes, ça s'appelle La Femme blonde. Et sur les femmes qui avaient participé, c'est l'histoire de Jacqueline Gourlouch. D'accord, ok. Voilà. On ne peut pas en dire plus, mais c'est ça qui est dans Tu en as dit un peu, quand même. À partir de là, c'est l'histoire de toutes ces femmes qui se sont engagées pour l'Algérie et qu'on n'a pas le droit d'appeler les amies de l'Algérie, parce que ce sont des Algériennes, plus algériennes, puisqu'elles ont mérité leur titre d'Algérienne dans le combat. Il est pour un documentaire ou en fiction? En fiction. En fiction. On va laisser... Tu permets qu'on laisse Reda déplacer un mot, tu as monopolisé la parole. Alors Reda, je voudrais revenir un petit peu sur la ville de Cannes. C'est un bastion de l'extrême droite en France et qui reste aujourd'hui la Mecque du cinéma mondial. Oui. Alors, c'est toujours difficile, 75 ans après, de présenter un film sur la guerre d'Algérie là-bas. C'est pas propre uniquement qu'à la ville de Cannes, où il n'y a pas que des gens d'extrême droite, en fait. Beaucoup de retraités y habitent. Et il faut dire aussi que, contrairement à l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, a été dénazifiée, en grande partie. Alors qu'en ce qui concerne la France, la France métropolitaine n'a pas été décolonisée mentalement. Et donc, c'est pour ça que des gens comme Bouchareb, en 2010, ils auraient dû être plus vigilants, ne pas être surpris. Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, et avec lui sont venus beaucoup de nostalgiques, beaucoup de gens qui sont aussi dans la négation de tous les crimes coloniaux qui ont été commis dans tout le continent africain. Et les cinéastes doivent toujours rester à l'écoute du monde politique, et il ne faut pas que des situations pareilles puissent les piéger. Même s'il est né, même s'il a grandi en France, il n'en demeure pas moins que la question de la décolonisation, elle reste largement taboue. Et donc, de ce point de vue-là, il devrait davantage s'engager sur des sujets à thème et trouver aussi d'autres réalisateurs qui puissent le soutenir de manière à ce qu'il ne reste pas seul. Mais le cinéma Reda est là pour casser les tabous. Oui, tout à fait. Le cinéma ne doit pas aller dans le sens des politiques ou de l'histoire. Il doit dire des choses qui n'ont pas été dites par les autres. Exactement. Encore une fois, il a mené le combat contre la classe politique avec beaucoup de fermeté. On lui a demandé d'envoyer le film pour être visionné avant Cannes. Il a refusé. Donc ça l'a pas gêné. Ce qui l'a gêné, c'est qu'on lui mette une présence policière et qu'on lui demande de ne pas sortir de l'hôtel. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable. C'est ça qui l'a gêné. C'est pas la situation, il l'affronte. Il a décidé de dénoncer un crime, presque un génocide, qui s'est passé pendant mai 45. Il l'a assumé, il l'a fait volontairement, en pesant le pour et le contre. Et il l'a fait avec un historien français, d'ailleurs, pour que les choses soient très claires. C'est Pascal Blanchard. Et donc, pour dire que ce sont des faits avérés. Mais le fait d'être surveillé, d'être là avec un garde du corps, ça c'est quelque chose pour un homme de culture qui est très difficile à accepter. Voilà. C'est ça qui l'a gêné. Merci Ahmed. Le temps est malheureusement terminé. On termine un petit peu cette émission en présentant les ouvrages d'Ahmed Bidjaoui. Le dernier, c'est un ouvrage en anglais. Bravo, Ahmed. Il n'y a pas beaucoup de livres sur le cinéma algérien. Alors, The Cinema and the Algerian War of Independence, édité chez Belgrave Studies in Arab Cinema. Oui. Chez Macmillan. Voilà, Macmillan. Aux États-Unis. Voilà. Donc, et bien sûr, les deux précédents livres de Ahmed Bidjaoui, Le cinéma à son âge d'or, 50 ans d'écriture au service du 7e art. Et on rappelle, tout le monde connaît Ahmed Bidjaoui pour être le présentateur de la fameuse émission Ciné Club. Chaque mardi soir, c'était l'âge d'or du cinéma et de la télévision algérienne. Et bien sûr, La guerre d'Algérie dans le cinéma mondial, un excellent ouvrage qui revient sur la majorité des films qui ont été faits, des milliers, même les films étrangers, 1000 fiches qui ont été faites sur le thème de la guerre d'Algérie. Voilà. Merci Ahmed. Un dernier mot si tu permets. Et prépare un nouveau livre, Salima. Il prépare un beau livre, voilà. Oui, je prépare un livre. Enfin, il y a un livre qui est en édition, qui est
sur Fitzgerald et les écrivains américains. Là, je sors de ce domaine strictement du cinéma algérien. Pour l'histoire. C'est la passion, la littérature et le cinéma. Voilà. Les écrivains des années 30, Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, etc., à Hollywood, qui ont été scénaristes, comment ils ont été traités. Je raconte beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes là-dessus. Donc ça mérite un documentaire. Hein. C'est un livre qui sort au Québec, aux presses universitaires de Québec. Et puis un autre film qui est en cours de voilà. Merci Ahmed. Merci Ahmed, au plaisir de te revoir dans une émission en anglais hein, pour parler de ton livre Cinema and A Genuine War of Independence. It will be my own pleasure. Thank you. Alors merci Reda, merci Faisal. Merci, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour revenir un petit peu à la télévision et à l'audiovisuel. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez branchés sur Al 24 News.